Bonjour et bienvenue dans Arche Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, nous allons vous parler du projet du Clos des Chartreux au centre-ville de Bruxelles en compagnie de son architecte Yves Laurent du bureau Urban Associés Architectes que nous retrouvons directement dans le jardin du Clos. Yves, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Tu es breton? Pas du tout. Tu n'es pas breton? Non, je ne suis pas breton. Tu es tournaisien? Tournaisien. Oui, mais tu habites en Bretagne pour l'instant? J'habite en Bretagne, oui. Alors tout ça pour dire que nous sommes quand même à Bruxelles, en plein centre de Bruxelles, dans le Clos des Chartreux qui se trouve rue des Chartreux. Rue des Chartreux, rue Vieux-Marché au Grain, près de la rue Antoine Dansard, oui. Rue du Boulet. Oui, donc c'est tout un pâté de maisons dont on va parler. Oui. Un projet d'une carrière, pourrait-on pratiquement dire? Si tu ne me vieillis pas trop, oui, un projet d'une carrière, oui. Un projet d'une carrière, c'est effectivement 20 ans de travail pour arriver à développer et restructurer un îlot. Avant de parler du projet, je voudrais qu'on parle de toi. Ta société s'appelle Urban Associés Architectes. Oui, tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu aimes l'urbain, l'urbanisme? J'aime l'urbain, j'aime l'urbanisme et qu'à un moment donné, dans mon travail, on s'est rendu compte que notre réflexion était une réflexion d'architecte, mais d'architecte proche de l'urbanisme. Tu n'es pas urbaniste de formation. Je ne suis pas urbaniste de formation, je suis architecte. Oui. Mais pourtant, l'urbanisme t'intéresse et on va le voir d'ailleurs dans ce projet-ci, puisque c'est vraiment la renaissance d'un quartier que tu as voulu à travers la rénovation des bâtiments, mais aussi à travers la rénovation des rues, que ce soit dans le projet ou les rues avoisinantes. Disons, je pense que l'architecture, le bâtiment en tant que tel, finalement c'est le moyen d'arriver à mettre des habitants dans une ville, mais que derrière il reste le contexte, le cadre dans lequel on doit les faire vivre. Et que par expérience, en ayant travaillé sur d'autres projets, je me suis rendu compte que l'insécurité, l'absence de lumière, l'absence d'espace vert influençaient considérablement, je dirais, le quotidien des gens. Et si on voulait pérenniser un quartier, c'était pas à grands coûts de millions d'euros, c'était avec beaucoup de frais, mais surtout en essayant de faire en sorte que les occupants s'y plaisent, y restent, et qu'on arrive à passer ce que moi j'appelle la génération des habitants qui ont conçu le projet pour eux-mêmes, qui le cèdent à leurs enfants, ou pour des raisons de droit de succession, ça périclite. Et le fait d'arriver à créer un cadre de vie où les enfants s'y sentent bien, les parents s'y sentent bien, les grands-parents s'y sentent bien, permet, à mon avis, d'arriver à garder en qualité un patrimoine sur une plus grande longueur. Est-ce qu'on peut, par ce projet, définir ton architecture, ou comment définirais-tu alors ton architecture? C'est une question difficile parce que les codes d'écriture d'un architecte dans ce type de projet sont à la fois, je dirais, étalés sur 20 ans. Donc l'expression architecturale évolue, bien qu'il y ait un fond, vous le verrez dans les images et dans la promenade, je dirais, il y a assez similaire. On a énormément travaillé sur les espaces verts, les espaces, les perspectives, les vues. Et je pense que c'est ça qui peut qualifier notre architecture. Le reste est une expression architecturale d'une tendance, d'une période, d'un mode de construction, de moyens d'expression. On est, disons, considéré, reconnu un petit peu, en tout cas par certaines personnes, comme étant des gens qui s'occupent de politique des villes. Donc en fait, on arrive dans un endroit où il y a un problème, on lui pose la question, on s'y installe, on y vit, on essaie de comprendre. On ne fait pas d'études au sens universitaire, théorique, avec des laboratoires derrière. On fait le quotidien en discutant, dans des interviews comme toi tu fais. On a quoi? On a des bâtiments qui appartiennent à une famille? Alors, on a un site qui s'appelle le site Radar, qui était pour les inciviques de Bruxelles qui se garaient mal et donc on mettait les voitures dans une fourrière. Qui était extrêmement pratique, parce qu'au centre-ville, et plus maintenant, il faut aller au bout du monde. C'était quand même une nuisance à la fois en termes de pollution, de circulation, et qui bloquait le développement d'un quartier, avec des immeubles intéressants, à front de rue, qui pourrissaient. Et donc on s'est attaché d'abord à les rénover, à les remettre en état. D'un point de vue urbanistique, c'était pratique pour les inciviques, mais finalement, est-ce qu'il fallait faciliter la vie des inciviques? Je n'étais pas sûr, parce que je pense qu'il faut rendre la ville aux citoyens et aux piétons et pas à l'automobile. Ça, c'est un choix personnel, même s'il le faut. Et donc ça nous a permis effectivement de développer le projet. Tu as gardé des vieilles maisons, tu as reconstruit des nouvelles maisons, mais tout en gardant le rythme, le rythme
de la ville, je vais dire, et pas en faisant une barre de logement ou une tour ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'à un moment donné, tu as été tenté par ça? Non, pas du tout. Je n'ai pas été tenté par ça parce que je pense qu'on t'a tenté par ça? Alors, on m'a un peu poussé par ça. J'ai toujours trouvé que le rythme de la ville était intéressant, et donc cette trame de 6 mètres m'a intéressé. On a gardé ce rythme en refaisant pourtant des façades de 21 mètres. Et dans laquelle on a essayé de garder ce rythme de 6 mètres. Ce n'était pas une position à l'époque politique. On aurait pu raser et reconstruire, d'ailleurs on a des arrêtés de démolition. Mais cette expression, à mon avis, dans ce quartier-ci, a toute sa vraie valeur parce qu'elle repose les gens dans un rythme, le rythme du piéton, le rythme de la visibilité, le rythme du commerce. Les commerces, à tort ou à raison, mais sont établis sur des trames de 6 mètres, ne sont pas établis sur des trames de 24 mètres. Tu n'as pas utilisé la même couleur pour tous les bâtiments. On va voir une brique ancienne pour une. Ok, ça on a compris, c'est une ancienne maison, mais il y en a une autre que tu as rénovée qui est plutôt grise. Pourquoi ces différences de couleurs? C'est un moyen d'expression architecturale qui est quand même relativement facile, le code d'écriture de couleurs qui est tendance, mais qui permet de donner un rythme. Et donc nous, on l'a utilisé à un moment donné pour casser des longues séquences, bien que ça n'était pas autorisé. Est-ce que c'est un projet qui va faire parler la mixité des gens, la mixité de fonctions? Ah oui, j'espère en tout cas. Nous avons essayé d'intégrer dans certaines zones, effectivement, des logements pour plus grandes familles à des prix un peu plus attractifs que dans d'autres quartiers. C'est ça. Tout simplement parce que cette notion nous paraît essentielle pour pérenniser le site. Alors ça, c'est la fonction sociale des occupants citoyens habitants 24 heures sur 24. Puis il y a celle des bureaux qui est complémentaire, qui aide les commerces, les petits commerces. Le cafetier, le restaurant, le libraire. Si on se tourne, effectivement, on va découvrir les bureaux parce que c'est le bâtiment qui est derrière nous, donc on va prendre un peu de distance pour le voir derrière nous. Ces bureaux, c'était inscrit directement dans le... Oui. C'est quoi? C'est ce qui permet de rendre le projet rentable? On y a mis des bureaux parce que les bureaux aident le commerce, aident l'environnement, mais surtout payer les charges. On est dans un site où finalement, il y a énormément d'espace de commun à entretenir, il y a une piscine, il y a des plans d'eau, et que les bureaux contribuent à plus de 50% de ces frais de gestion. L'avantage des bureaux par rapport à un citoyen lambda, c'est qu'il paye une TVA sur son activité, donc il déduit la TVA déjà sur les frais d'entretien. Ce qu'on voit là, c'est le site avant de radar, c'est bien ça? Oui, tout à fait. On est bien... On est effectivement sur le site. On est donc en intérieur d'îlot, il y a radar à front de rue, et quoi, il y avait un grand hangar, il y avait un parking derrière? Il y avait le parking derrière qui faisait 60 mètres sur 60 mètres. Oui. Et un jour, en le visitant, conscient du développement du projet que je voulais faire, je me suis rendu compte que la travée centrale était ce qu'on appelait des poutres préflexes de 20 mètres de long. Oui. Et je me suis dit, tiens, si on enlève la structure, ça va être rénovable à moindre frais. Et donc l'idée du projet a démarré comme ça. Comme j'avais eu l'occasion de te l'expliquer, malheureusement, ce n'est pas passé comme ça parce que l'oxyde de carbone avait attaqué les aciers et les bétons, donc on était obligé de démolir, pas toutes les structures, mais une grosse partie. Les bâtiments, ils ont quoi comme performance énergétique? Parce que je pense que là aussi, assez tôt, tu as voulu donner une réponse. Oui, on a été très attentif effectivement aux performances, bien qu'elles n'étaient pas imposées. Il y avait une logique. À partir du moment où on assainissait des vieux immeubles, on ne cherchait pas le rendement, on ne cherchait pas l'efficacité commerciale. Ce qu'on cherchait, c'est que les gens y restent pour très longtemps. On était quand même dans l'après-première crise de pétrole, et donc déjà on était attentifs, même si après le pétrole a redégringolé. Mais les habitants qui achetaient, qui construisaient ou qui rénovaient pour leur compte propre, surtout en Wallonie, étaient très attentifs. Donc finalement, on a refait la même chose dans les immeubles anciens. C'est pas compliqué, double cloison, un peu d'isolant, 40 cm en toiture, bon voilà. On pourrait d'ailleurs aujourd'hui faire mieux. Le jour où ils vont rénover les façades, ils peuvent remettre de l'isolant, ce qu'on appelle le système HIT, qu'on remet sur les façades pour les isoler par l'extérieur, sans devoir changer l'intérieur. Donc on y a pensé. Ce que vous avez pensé aussi, c'est là où nous sommes, où on se promène, c'est une petite rue interne, pas une impasse puisqu'elle mène quelque part, mais là aussi il y a une volonté de faire rentrer la vie, la ville dans le projet, de ne pas cloisonner, de rester ouvert en fait. Ça correspond aussi à ton architecture, à ce que tu veux, à ton urbanisme? Oui, parce que en fait d'abord l'insécurité vient souvent aussi des zones sombres, non éclairées, de l'inconnu, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière, on recherche. Donc nous, on aime ce côté transparence. Encore une fois, c'est le blanc dans notre musique. Et des deux îlots qu'on a fait, on les a fait traversants, bien qu'ils ne sont traversants que pour les occupants. Alors 20 ans se sont passés, le projet est pratiquement terminé, il manque encore
le bâtiment du coin qui est derrière nous et des jeux pour les enfants. Et là, je pense qu'on sera complet là. On devrait être complet, oui. On devrait être complet. Ce sera complet quand? Parce que c'est pour bientôt, non? La construction, 2 ans. La construction va, oui, d'après les échos que j'ai, le permis devrait être délivré si effectivement le promoteur s'inscrit dans le contexte qu'on lui a imposé. Ce qui devrait être le cas, je pense, c'est quelqu'un qui va comprendre qu'effectivement il doit le faire. Oui, dans 2 ans. Donc le dernier immeuble qui représente 18 logements sur à peu près 100 logements devrait terminer dans les 2-3 ans avec les retards de chantier. Est-ce que tu auras un mot de la fin pour cette émission? Quelque chose qu'on n'aurait pas dit sur ces bâtiments? Là, le mot de la fin, c'est la sagesse dans le temps. Bon, eh bien Yves, je te remercie pour ces nombreuses explications. Si vous avez envie de voir un peu plus que ce que vous avez vu dans cette émission, soit vous sonnez, on vous ouvrira et vous verrez les espaces communs. Volontiers. Soit vous allez dans un commerce qui ont des fenêtres et même une petite terrasse d'ailleurs pour certains. Donc vous pourrez voir ces espaces communs et découvrir les logements arrière, les bureaux, etc. Sinon vous faites engager aussi par les bureaux. Mais il y a aussi tous les ans une fête de quartier qui est organisée par M. Dupré qui lui est président des commerçants, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Et pour les fêtes de fin d'année, généralement, les espaces et les commerces sont ouverts où les gens peuvent voir, circuler, découvrir. Ça fait partie un peu aussi d'une contre-réaction. On nous a un jour dit, vous avez fait un ghetto de luxe. On n'a pas fait un ghetto de luxe, on a fait un ghetto... Non, pas un ghetto, mais on a fait un espace non ghetto sécurisé par rapport à la rue, qui n'était pas maîtrisé à l'époque, qu'on ne demande pas mieux que d'ouvrir. Mais il faut se donner une volonté politique pour l'ouvrir. D'accord. Voilà. Bon, d'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Yves, tu m'invites pour d'autres projets? Pas de problème. En Bretagne. En Bretagne, il fait toujours beau, paraît-il. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir et à bientôt. Merci à toi. Au revoir.